Bonjour, bienvenue sur Multiface, le podcast des entrepreneurs multidimensionnés. Ensemble, on va rencontrer ces femmes et ces hommes qui osent, ces audacieux, ces multifacers qui ont décidé d'aligner plusieurs cartes dans leur vie professionnelle et personnelle. Peu importe qu'ils aient réussi ou non, vous et moi allons essayer de comprendre ce qui les incite à repousser leurs limites. Multiface a pour vocation de nous frayer un chemin vers ce qui nous anime, de pousser à l'action et faire évoluer les mentalités. Je suis Grégory Mirabella et merci d'écouter Multiface. Et voilà, ça y est. Nous y sommes, cher Fabien. Cher Grégory. Le tout premier podcast. Mon tout premier podcast. Écoute, je suis ravi de t'avoir avec moi. Je vous avoue, chers auditeurs et auditrices, que je suis un peu stressé quand même. Ne le sois pas. Je ne suis pas sûr de bien faire les choses, mais de toute manière, on apprend tous de nos erreurs. Et puis les erreurs que je commettrai, je ferai en sorte de les gommer un peu plus tard. Donc voilà. Donc écoutez, en tout cas, merci d'être là avec nous, pour le peu que vous serez. Je pense que déjà, si vous êtes 2 ou 3, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En tout cas, je suis ravi d'être là avec vous. Je voulais absolument t'avoir, Fabien, comme premier invité pour mon podcast. Et je voulais absolument être là. Ah, écoute, déjà, je suis ravi que tu sois ravi d'être là, en plus. Alors, la raison pour laquelle je voulais que tu sois là, c'est parce qu'on a eu, je ne sais plus combien de discussions sur tous nos projets. Ne comptons pas. Je pense qu'on a autant de projets que Marseille peut créer, que la ville de Marseille peut créer. On n'en a pas tout mené à bien. Non. Mais bon. Pas le but. Mais on apprend, le but c'est d'apprendre. Je pense que fait. Et c'est aussi le but de ce podcast. En fait, c'est l'essence même de ce podcast. Donc du coup, Fabien, donc, tu t'appelles Fabien Ribes. Hein, Exactement. Et je vais faire en sorte que tu te présentes toi-même. Hein, parce que je pense que tu seras la meilleure définition de qui tu es. Oui, tu n'as rien préparé. Non, je n'ai rien préparé du tout. Je suis un amateur. Un amateur du podcast. Mais dans le bon sens du terme. Dans le sens du terme. Du coup, voilà, j'aimerais que tu nous dises en fait qui tu es. Ok. Et puis que tu puisses te présenter donc, du coup, auprès de nos auditeurs. Auditeur. Eh bien, comme tu l'as dit, je suis Fabien Ribes, j'ai 42 ans, je suis actuellement en création d'entreprise. Je viens du milieu de la banque dans lequel j'ai eu une expérience dans le middle, front et back office, donc que ce soit en agence ou que ce soit en back office, et effectivement en middle office bancaire. Donc ça, c'est les expériences un petit peu sur le format employé que j'ai pu avoir, mais tout au long de cette expérience bancaire, justement, j'ai participé à plusieurs projets. Le premier que tu connaissais bien, c'était une entreprise de revente de commerce au détail. Ouais. Et pour le reste, j'ai participé à une agence de voyage, j'ai participé à une agence de design, j'ai développé ma petite activité de conseil en communication 360. Et donc voilà, comme je disais aujourd'hui, je suis en phase de création de projets que je mature et réfléchis depuis à peu près 16-18 mois, et c'est sur le secteur de la coiffure. Ouais. Et il me semble que tu voulais parler un petit peu de ces expériences-là de vie, mais autour de l'entreprise. Donc, j'ai de multiples choses à pouvoir vous partager et te partager. Oui, et puis comment éventuellement la vie personnelle impacte aussi ton... C'est toute une histoire. Je dirais tes projets professionnels. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton projet actuel qui est Airbee2B? Oui, bien sûr. Alors, Airbee2B, c'est un projet de plateforme collaborative entre coiffeurs, professionnels et entrepreneurs. Je m'adresse uniquement pour l'instant, la cible étant les coiffeurs entrepreneurs, donc coiffeurs à domicile et salon. Ouais.
J'ai envie de refaire discuter ces deux populations qui ne se parlent pas trop aujourd'hui pour arriver à déclencher de nouvelles synergies au niveau du marché de la coiffure, parce qu'aujourd'hui, le marché de la coiffure est pris d'assaut par beaucoup d'acteurs, bons et avec de bons services, et certains moins bons avec de moins bons services. Moi, je pense qu'il y a un vrai axe à développer au niveau de la solidarité entre les salons de coiffure et les coiffeurs à domicile dans un premier temps. Seront dans la boucle aussi les écoles de formation et les CFA. On a vraiment l'intention de fabriquer quelque chose où il y a un nouvel environnement qui se crée entre professionnels de la coiffure, et que c'est ça qui donnera la force à cette population, à ce marché. D'accord. Et il me semble avoir vu, parce que je regarde beaucoup ce que tu partages sur ton profil LinkedIn, que tu vas toi-même partager, s'il te plaît. C'est important que tu communiques. C'est important, tout à fait. Mais il me semble qu'il existe un projet un peu de ce type, mais qui se base vraiment sur du discount. Oui. Et toi, tu vas finalement à l'opposé de ce projet-là. C'est un petit peu ça. Tu peux expliquer pourquoi ton projet pourrait être plus viable que cet autre projet qui existe apparemment déjà? Alors, le projet, donc tu me parlais du discount, donc c'est le ciseau.fr. Eux, ils sont sur le modèle de Groupon, donc en fait, ils apportent une formule numérique nouvelle, mais en fait, sur la proposition de service, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ils proposent du remplissage d'heures creuses par l'intermédiaire de prise de rendez-vous à un tarif low cost, puisqu'on fait du moins 50%, le coiffeur s'aligne contre ce rendez-vous à un moins 50% sur ses tarifs habituels. Bon, il y a de la place pour tout le monde, je pense, mais effectivement, le marché de la coiffure, il n'y a pas que le ciseau.fr, il y a aussi Planichi. Ce sont des opérateurs qui se concentrent uniquement sur le B2C. Et moi, je suis sur le B2B, c'est-à-dire vraiment sur développer de nouvelles relations et de nouveaux types de collaborations entre coiffeurs et entrepreneurs. D'accord, ok. C'est intéressant, mais du coup, est-ce que tu peux... je reviens un peu en fait sur l'essence même de ce projet, si tu veux bien. Est-ce que tu peux m'expliquer quel était finalement le moment de déclic? Qu'est-ce qui t'a fait l'origine? Oui, c'est ça. La vraie origine, c'est les discussions multiples que j'ai pu avoir avec ma coiffeur. Ouais. Comme je te disais, je faisais un peu de communication 360. Donc, on a discuté de beaucoup de sujets. Et on en arrivait à... Enfin, je suis arrivé à quelques conclusions que j'ai partagées avec ma coiffeuse, qui était plus ou moins d'accord. Mais le fait d'avoir discuté avec ma coiffeuse, ça a été ça le premier point. C'est ce qui m'a fait m'intéresser au secteur. Et depuis, comme je te disais tout à l'heure, depuis 16-18 mois, j'étais en veille très active. Et ces 6 derniers mois, j'ai déclenché sur la conception du service. Donc, on n'en est pas encore à la réalisation. Je cherche un incubateur pour pouvoir développer la plateforme numérique. Mais la conception est en cours de fabrication, entre guillemets. Et la réalisation, ce sera avec l'incubateur qui nous permettra effectivement de développer ce nouveau type de collaboration et aussi ces nouvelles sources de revenus que nous avons l'intention de mettre à disposition des coiffeurs entrepreneurs. Je n'ai pas envie de trop en dire aujourd'hui parce que effectivement le sujet est brûlant. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, il y a quelques éléments marché qui nous ont confirmé que c'était le moment et qu'il fallait y aller. D'accord. Alors, par contre, je reviens encore sur l'essence même du projet. Tu me parlais que tu avais discuté avec cette coiffeuse ou ce coiffeur, je ne sais plus. Mais toi qui n'es pas du tout de ce milieu-là, qu'est-ce qui t'a fait dire bon, je vais gratter un peu ce qui se passe dans ce marché-là? Pourquoi ce marché-là? Parce que le marché de la coiffure, c'est pas non plus un marché, je pense, sexy aujourd'hui. Quand on parle de projets de start-up, on parle de technologie. C'est ça, on n'est pas spécialement dans l'IT, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a eu 10 000 discussions, on a eu 10 000 idées, on a eu 10 000 projets. Certains, on remonte le fil parce qu'il y a un potentiel, que ce soit économique, que ce soit même au niveau du projet social que ça peut représenter. Il y en a certains qui donnent plus de motivation, plus d'envie. Celui-ci en faisait partie. Et effectivement, en fait, de fil en aiguille, au final, j'en arrive à une solution que j'ai envie de développer parce que je suis persuadé que cette solution permettra à ce marché-là de faire un petit peu face à la mondialisation et de faire un petit peu face à l'ubérisation aussi. D'accord, ok. C'est intéressant. Et j'aimerais quand même revenir sur... partager quelque chose avec nos auditeurs. Parce que c'est important aussi, parce que quand je parle d'essence même du projet, j'aimerais partager avec nos auditeurs ce que tu as écrit très récemment il y a à peu près un mois sur LinkedIn. Tu as écrit un post qui, pour moi, en dit beaucoup sur ta personnalité et aussi sur ton envie, la raison en fait, qui te pousse à entreprendre. Donc, je vais le lire parce que malheureusement, on ne peut pas
Hein, c'est peut un le podcast partager. audio, c'est pas Ouais. un podcast vidéo où je peux faire des screenshots et partager. Mhm. Donc voilà, c'est un post que tu as mis sur LinkedIn, sous ton profil Fabien d'Airbnb, Mhm. d'Airbnb, pardon. Oula. D'Airbnb. Donc HAIRB2B. Et tu as mis. D'ailleurs, une petite parenthèse, ta tagline elle est géniale, enfin ton slogan il est top. Hein, sur LinkedIn, il est bien écrit Fabien d'Airbnb, porteur de projet startup avec un cheveu sur la langue. Donc écoute, je trouve ça assez génial. Cheveux sur la langue qui doit être un petit peu confirmé par micro. C'est possible. Enfin bref, donc je vais lire ce post qui me paraît assez intéressant, qui en dit beaucoup sur ta personnalité. Et, voilà, donc tu mets, j'ai annoncé à un ami que je prenais 4 jours de vacances sur ces 2 dernières années. Il m'a répondu, mais tu es fou, il faut au moins 4 semaines de congé par an. Du coup, tu aurais mis 8 semaines de moins pour en arriver là. Certains ne comprennent pas ce que je fais. Certains pensent même que je ne travaille pas. Je ne sais pas d'ailleurs à qui tu as adressé cette petite phrase. Non, il n'y a pas de... D'accord. Tout le monde est Tu personne peux, à la tu fois. sais, ici, on parle ouvertement. Ah non, ouais, oui. Je continue. Et que je ne fais qu'occuper le temps dont je dispose, il est vrai, en grande quantité depuis quelques mois. La réalité est tout autre. Quels que soient les choix que l'on fait, on a le droit de se tromper. Mais à partir du moment où l'on sent qu'on est dans la bonne direction, il faut persévérer. Aujourd'hui, il est clair que la première richesse dont on peut rêver, c'est le temps. Celui qui, un jour ou l'autre, nous fait défaut. Donnez-vous ce temps pour réfléchir, créer, entreprendre vos rêves. Le chemin est souvent long et les embûches nombreuses. C'est un lieu commun, mais je vous le garantis, vous n'aurez plus jamais l'impression d'aller travailler. Prenez le temps de ne plus en perdre. Ça sera déjà un bon début. Moi, j'ai décidé de donner mon temps et de mettre mes humbles compétences au service des coiffeurs pour défendre le métier. Hashtag défendre le métier. Et j'ai vraiment pas l'impression d'en perdre. Voilà. Donc je m'arrête là parce que je trouve que c'est un poste qui vraiment te représente beaucoup. Bon, il y a eu un événement personnel qui a, je pense, qui a joué là, qui a qui est la source un petit Voilà. peu de ce sentiment Ouais. qui me guide. Voilà. Et je pense que quand je reviens sur ma question qui était l'essence même, c'est surtout ça en fait que je voulais voir avec toi, surtout ça que je voulais mettre en avant surtout avec toi. La partie comment la partie émotionnelle, la partie personnelle impacte aussi les moments de déclic dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que moi je voulais savoir si tu pouvais me commenter un peu cette Si je peux tout commenter, oui, tu me connais, tu sais un petit peu ce qu'il y a derrière, donc pour expliquer, c'est vrai que, bon, pour commencer, ce poste-là, je me suis inspiré de postes qui existaient déjà. D'accord. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui créent de fausses situations, en tout cas sur LinkedIn, et qui expliquent de fausses situations pour pouvoir défendre leurs propos. Ouais. Alors moi, j'ai retourné le propos pour paraître peut-être un petit peu décalé, mais c'était pour introduire mon idée. Et qu'effectivement, à un moment donné, quand on fait des choix, quand on a un projet qui nous guide et qu'on porte ce projet, il y a des moments où on se coupe un petit peu d'une certaine réalité. Ouais. Les gens ne comprennent pas toujours ce que l'on fait et on n'est pas toujours en mesure d'expliquer ce que l'on fait. Mais ce que l'on fait, on doit le faire. Et tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là où on est capable d'expliquer les choses au plus grand nombre, on peut paraître un petit peu à côté de la plaque ou un petit peu un huluberlu. Donc, mais c'est vrai que, je me coupe, mais c'est vrai que parfois, par l'écrit, on comprend mieux que par l'oral, finalement. Oui, encore faut-il synthétiser. Encore faut-il lire. Ouais, encore faut-il savoir lire. Après, faut-il savoir écrire. C'est sûr. Non, tout ça est un problème de synthétisation. Ouais. Je suis une personne peut-être un petit peu compliquée dans sa tête, parce que j'ai des difficultés à sortir la simplicité dans ma bouche. D'accord. Tout est simple dans ma tête, tout est clair, tout est limpide, mais le fait de l'expliquer nécessite un petit patch pour l'extérieur. Ouais. Donc voilà, être en décalage avec ce que les gens perçoivent de soi, c'est une des premières réalités par rapport à l'entrepreneuriat, et encore plus dans l'entrepreneuriat dans la start-up. Et effectivement, ce temps-là dont je parle, et l'événement dont tu parlais toi, c'était la perte de mon papa. Ce projet-là, Airbnb, je l'avais avant que mon père décède. D'accord. Ça m'a aidé pendant que mon père était malade. D'accord. Ça m'a aidé après que mon père soit décédé. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est tout autant de conviction que ce projet-là doit être mené au bout. Donc, c'est à la fois une bouée pour hier et une boussole pour demain. Ouais.
D'accord. Écoute, je suis ravi que tu partages ce moment. On va passer sur un autre sujet maintenant. J'aimerais savoir si dans ton quotidien, en fait, tu appliques un proverbe qui t'inspire, qui peut venir je sais pas, de ce que tu lis ou de ce que tu as pu lire ou autre, et qui représente vraiment le socle de chacun de tes projets. Un proverbe, peut-être pas, mais plutôt une doctrine, jusqu'à un certain point. Quand on est dans le début des démarches de création, Ouais. on peut souvent compter que sur soi. Mmh. Et que c'est une doctrine dont il faut se prémunir dès le départ pour ne pas être aspiré vers des fausses collaborations ou des fausses perspectives qui ne sont pas les bonnes. Il faut faire ce travail d'introspection personnelle et après confronter tout ça à d'autres personnes qui ont un point de vue objectif. Et là, on synchronise les choses. Mais d'écouter les gens faire leurs petites propositions sur ton propre projet, alors qu'eux-mêmes ne sont pas en veille. Alors si c'est des personnes qui connaissent ce sujet, effectivement, il faut les rencontrer. Mais tout le monde, par bienveillance, voudrait proposer des solutions, envisager des pistes pour leurs amis, pour leurs copains, même pour leurs partenaires, pour leur faire gagner du temps. Mais des fois, en fait, c'est un peu du parasitage parce qu'en fait, on a besoin d'abord de faire cette veille, de faire ce travail et après on confronte. Et ces personnes-là, si elles vont contribuer, c'est à ce moment-là où on peut affiner et peaufiner les choses. D'accord. Mais on ne peut compter que sur soi, c'est valable qu'un certain temps. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Je l'aime bien celui-là aussi, parce que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. et donc, oui, les proverbes c'est bien, mais à un moment donné, il n'y a pas de doctrine, parce que une doctrine, elle nous amène jusqu'à certains points où en fait, elle n'est plus valable. D'accord. Donc, oui, des fois, on a des phrases qui nous guident, qui nous mènent, mais c'est un peu la méthode Coué. Mais je pense qu'il ne faut pas les avoir comme cheval de bataille. Comme cheval de bataille, d'accord. Mais est-ce que finalement, la définition que tu viens de donner ou de cette doctrine dont tu parlais au tout début, est-ce que tu penses que ça reflète en quelque sorte ta personnalité ou est-ce qu'il t'incite vraiment à toujours vouloir aller creuser tout ce que tu peux creuser? Je ne peux pas te dire, la seule chose que je retiens, et non sans inconfort, c'est la notion d'agilité. C'est-à-dire quand je dis qu'en fait, on peut compter que sur soi, c'est pas vrai. Comme je disais, à un moment donné, ça n'est pas vrai. Mais il faut pouvoir sortir de cette bulle de réflexion de projet. Mais à un moment donné, il faut bénéficier des synergies. Il y a des gens qui ont avancé sur certains sujets qui peuvent vous aider. Moi, je suis accompagné d'un designer sur l'étude de marché, sur aller chercher de l'avis des coiffeurs. C'était un peu plus ma partie. Lui, il est sur la partie conception de l'interface, de l'identité visuelle. J'ai pas besoin de lui faire la leçon sur ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à faire. Donc, des fois... C'est important quand même d'écouter ce que ton partenaire ou ta partenaire à dire. Je pense que si tu as l'ambition et la motivation de mener à bien un projet, moi je pense et je dis toujours qu'il ne faut surtout pas le mener tout seul et qu'il faut savoir écouter les autres. Et même si tu as une idée précise dans ta tête que tu penses être bonne, je pense qu'il est important d'écouter les autres. Moi j'ai un manager, je travaille aujourd'hui pour une société qui s'appelle Elsevier. Et j'ai un manager qui me dit toujours il faut être coachable. Et je pense que c'est important si tu veux pouvoir progresser. Bien sûr. Et je pense que quand tu mènes, et c'est exactement ce que je pense que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut savoir être, non seulement être à l'écoute, mais aussi savoir bien écouter ce que les autres ont à te dire, tu m'as te conseiller et l'appliquer, essayer de l'appliquer en tout cas dans ton... Bien sûr. Il ne faut pas supposer non plus, parce que quand on écoute, on n'est pas toujours sûr de comprendre non plus, parce qu'on a tous notre propre définition des mots. Donc des fois, il faut juste s'assurer aussi que les échanges sont bien compris. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Moi, je suis passé pour un idiot à de multiples reprises par rapport à mon projet, parce que c'est des sujets... on ne peut pas être 100% de ce dont l'entreprise a besoin. Donc, il faut s'entourer des personnes qui sont 100% des sujets dont l'entreprise a besoin, mais à plusieurs, on fait un 100%. Tout seul, on fait jamais. On fait peut-être un 110, 120, mais on est au taquet et le burn-out nous pend au nez.
Donc il faut aussi avoir cette agilité-là de se dire, ok, c'est un sujet que je connais un peu mais que je ne maîtrise pas. Qui le connaît mieux que moi? Un ami, un fournisseur, un incubateur, peu importe. Sur certains sujets qu'on ne maîtrise pas, certains en savent plus que nous, et que c'est à ces gens-là qu'il faut poser les questions. Donc du coup, je trouve que savoir ou s'entourer de gens, c'est aussi une qualité, parce que beaucoup de gens, je pense, qui entreprennent, ont tendance vraiment à se renfermer sur eux-mêmes et à ne pas écouter. Je pense que ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Il ne faut pas oublier le mot entreprendre. Prendre entre. On est un lien. Et en fait, dans la fabrication de l'entreprise elle-même, dans la fabrication du produit, et ensuite dans la proposition client, on est un lien. Il faut que ce lien soit le plus optimum possible. Et si la base de réflexion, elle est individuelle, les résultats vont s'en ressentir. Donc il faut au maximum de synergie et au maximum de complémentarité avec différents intervenants qui, eux aussi, de manière agile, viendront s'inscrire dans le cycle de fabrication des choses. D'accord. Très bon point. Je pense que sur ça, on est amplement d'accord tous les deux. Et tout à l'heure, tu parlais, je voudrais rebondir à ce que tu venais de dire, il y a à peu près, ce que tu viens de dire, pardon, il y a à peu près 2 minutes sur, oui, quand je parlais de mon projet, on me traitait d'idiot, on pensait que j'étais idiot. J'ai une question que j'ai à te poser, c'est, en fait, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on mène à bien un projet, on fait face à beaucoup de barrières. Donc il y a une barrière émotionnelle, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai les capacités de le faire, mais aussi les barrières d'autrui, venant d'autrui, c'est-à-dire les gens qui disent ouais, ce que tu fais, ton idée elle est pourrie, bien sûr, bien sûr. Donc c'est idiot ce que tu fais, ou tu vas jamais réussir. Et donc moi j'ai une question pour toi, c'est comment tu réagis face à ces barrières? Alors, il y a plusieurs phases. La première, quand on est dedans, effectivement, de ces barrières-là, on a du mal à discuter du sujet parce qu'on est en veille, parce qu'on est en train de digérer des informations. Et qu'au final, en fait, on n'est pas en capacité d'expliquer clairement. Donc, effectivement, on passe pour un idiot parce qu'on n'est pas en capacité d'expliquer clairement. Enfin, moi, c'est la notion de MVP que j'ai découvert l'année dernière. Donc, MVP pour les auditeurs? Alors, c'est Minimum Viability Project. MVP. Donc, en fait, c'est vraiment l'essence le noyau du cœur, du moteur de l'entreprise qu'on va créer. Donc, c'est MVP, Minimum Viable... Viability Project. Voilà. Okay. Quelque chose comme ça. Mais en fait, on va dire que c'est ce qui va créer le revenu minimum de l'entreprise. D'accord. Grosso modo. Et donc, pour en arriver à cette notion d'MVP, le projet tel que je le concevais, il partait de beaucoup plus loin. Et il a fallu que j'ai beaucoup d'échanges où j'ai eu des gens qui en savaient plus que moi, qui m'ont donné des conseils que j'ai écoutés et que j'ai mis en application et qui font qu'aujourd'hui, je suis arrivé à cette MVP, donc le produit minimum de viabilité pour l'entreprise. Je l'ai. Et maintenant, je peux le développer de manière technique, puisqu'il faut développer la plateforme, mais aussi commercialement, puisqu'on va s'adresser à une population sur des nouvelles modalités de collaboration entre professionnels, et donc avec une notion de disruption. Et donc, il va falloir avoir pas mal de pédagogie aussi, je pense. Ouais, d'accord. Mais est-ce que... donc, du coup, là, je reviens sur la partie barrière aussi. Question, pour moi, qui est très importante, parce que pour ceux qui nous écoutent, qui ont aussi des projets en tête, mais qui se mettent eux-mêmes une propre barrière, quel conseil tu peux leur donner? Y a des barrières qui sont des murs et que les murs, on ne les traverse pas. Les barrières, on peut passer par-dessus, mais si c'est les barrières... En dessous, d'ailleurs. Au-dessous, bien sûr, au-dessous. Exactement. Après, effectivement, c'est très intime comme réflexion. La peur d'entreprendre, si on a peur d'entreprendre, on n'entreprend pas. Donc, à un moment donné, il faut passer le pas. Et que quand on passe le pas, c'est à ce moment-là qu'on découvre l'univers... l'intérêt de cette démarche. Parce qu'en fait, si on entreprend et qu'on n'entreprenait pas avant, c'est qu'on était employé. Donc c'est un format de travail avec son propre univers et avec ses propres projections. Le crédit de la maison, les enfants. Oui, bien sûr. Et toutes ces obligations-là qui font qu'on ne peut pas choisir d'entreprendre que si on a envie. Il faut avoir beaucoup envie. Et il faut que ces envies soient suffisamment fortes pour que le maximum de barrières tombent. Les barrières personnelles, c'est la force du projet qui fait que ces barrières-là, elles se cassent. Si c'est un projet très personnel, on sait pourquoi on le fait et on sait pourquoi on va au bout. Et puis si, comme moi, c'est un petit peu presque de l'opportunisme, puisque moi, c'est une discussion avec ma coiffeuse qui m'a orienté vers le sujet,
cet opportunisme-là, avec beaucoup de bienveillance envers comment dire, les coiffeurs entrepreneurs, Les coiffeurs, ouais. Mhm. elle est bien issue d'une détection d'un potentiel commercial. Mhm. Et qu'en fait, c'est ces deux raisons-là. C'est par bienveillance, c'est parce qu'il y a un potentiel commercial que moi, mes barrières personnelles ont cédé sur le sujet de s'impliquer plus sur défendre le métier de la coiffure. D'accord. Donc là, on a parlé de barrières personnelles, émotionnelles, morales, si tu veux. Là, maintenant, j'aimerais revenir sur ton projet Airbnb2B. Oui. Et j'ai envie de parler de barrières plutôt techniques, Technique. voire entrepreneuriales. Oui. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux faire une liste de toutes les barrières auxquelles tu as fait face depuis le lancement du projet? D'ailleurs, le projet, tu l'as lancé quand? En fait, Il a démarré quand la veille a commencé en avril D'accord. 2018, Avril donc de l'année 2018. dernière. Donc ça fait une petite année et demie que je réfléchis et nous réfléchissons, parce que c'est vrai, j'utilise pas mal le jeu. D'accord. Mais en réalité, Oui. dès le départ, j'étais pas seul. Il y a plusieurs personnes qui, dès le départ, étaient impliquées sur le sujet. Au fur et à mesure du temps, et ça, c'est une des premières contraintes, au fur et à mesure du temps, on était de moins en moins. D'accord. C'est pas que le projet était de moins en moins intéressant, c'est que les personnes, en fait, avaient de plus en plus besoin d'argent. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est la première caractéristique. Quand on prend le temps, cette richesse-là dont je parlais, ben, faut pas se leurrer, il faut vivre pendant ce temps-là. Tout à fait, Et j'étais à Pôle emploi, ça m'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et aujourd'hui, cette création d'entreprise sur le format start-up va me demander d'aller encore plus loin, puisque je vais devoir rester dans le statut dans lequel je suis aujourd'hui pour pouvoir bénéficier d'aide, Mhm. mais je ne serai de toutes les façons pas en mesure de me sortir des revenus avant un certain nombre de mois. Donc, c'est ça la première contrainte, c'est de ne pas avoir de revenus. Et si on veut se sortir des revenus dès le départ, je pense que ça met en danger la structure qu'on est en train de développer. Et si on veut développer sereinement, il ne faut pas se dire que le salaire est le premier objectif. Il faut d'abord se créer un univers où le champ des possibles est là. Après, si on veut créer une entreprise pour gagner de l'argent immédiatement, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs et que ça peut être une explication d'un échec potentiel. D'accord. Ok. Donc on est plus dans une logique de. Tu penses que si d'entrée tu es dans une logique de te faire un maximum de fric, qui est plutôt un objectif à long terme Ouais. et pas à court terme, Quand là c'est- tu risques de te. Quand c'est le moteur principal, je crois que, sauf si on a une compétence ou un talent de génie, chose qui n'est pas mon cas. Ah, attends, tu sais pas. Peut-être. En Moi, tout je pense cas, que tu as beaucoup de talent. comment dire, Déjà pour mener plusieurs projets, parce que C'est tu ça, l'as dit au début, Airbnb2B, ouais. c'est pas le premier. Hein, Non, c'est pas le premier et donc, c'est pas le dernier. faut avoir des compétences. Hein. Tout- Donc, il- Il faut, faut avoir de l'envie, faut en avoir, comme on dit, et il faut avoir des compétences. il faut avoir plus d'agilité que de compétences parce qu'à partir du moment où on sait qu'on ne sait pas, on a la nécessité d'apprendre. Moi, aujourd'hui, je me retrouve au cœur de différentes problématiques. Comme je te disais tout à l'heure, je peux gérer des discussions sur l'identité visuelle. Ouais. Je peux avoir des discussions techniques avec des développeurs, pas très poussées, mais en tout cas, je comprends et je sais là où ils nous enfument. Et au final, c'est au fur et à mesure de ces expériences qu'on a ces petites certitudes en plus. N'en est pas moins qu'on arrive toujours à des points où on ne peut pas être 100% de ce dont une entreprise a besoin. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, moi j'ai mon designer, je sais que je vais en avoir besoin et que j'en ai besoin déjà aujourd'hui pour la mise en page de mon dossier, mais aussi pour la conception de la future interface. Au tout début du projet, nous avions un développeur, full stack, le top, on était content et c'est pour ça qu'en fait on s'est lancé dans le projet au début. À un moment donné, il a été appelé vers d'autres projets. On s'est posé la question, est-ce qu'on continue? Au moment où ça s'est posé comme question, l'idée était suffisamment avancée, le potentiel était suffisamment grand, à mon sens, pour qu'on force le trait et qu'on aille jusqu'au bout. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on candidate à des incubateurs. Le premier a été, la première candidature a été envoyée hier. C'est l'incubateur Cornerio. Oui, très bien. On peut le nommer, je pense qu'ils font quelque chose d'extraordinaire sur... À mon avis, ils font vraiment du bon boulot. J'ai vu leur structure. Et puis voilà, c'est un incubateur qui est affilié à une entreprise. Au départ, ils ont créé cet incubateur pour développer les projets de leurs collaborateurs. Moi, j'aime bien toutes ces idées-là parce que c'est du management agile. De personnes, d'individus. Et je crois que c'est ça le vrai nerf de la guerre.
c'est les personnes, c'est les individus. D'accord. Donc du coup, je reviens sur les barrières. On parlait éventuellement de ne pas penser à une rémunération, vouloir se mettre en tête qu'on va obtenir une rémunération dès le début, ça peut être une première barrière. Oui. La deuxième barrière, on parle de compétences finalement, parce que moi je pense que aussi les compétences, tu les construis au fur et à mesure. Oui. Je pense qu'il faut avoir aussi beaucoup d'envie. Je pense que c'est ça la clé pour pouvoir construire ces compétences. Ça, c'est la deuxième barrière. Maintenant, lorsque tu parlais d'incubateur tout à l'heure, donc là tu parles de corner.io, mais est-ce que finalement tu n'as pas eu d'autres barrières provenant de l'administration française ou je ne sais pas, provenant d'autres acteurs je dirais sur le marché? Est-ce que tu peux me parler d'autres barrières auxquelles tu as dû faire face et que tu as géré plus ou moins bien d'ailleurs? Bon, on en parlait tout à l'heure, c'est Pôle emploi, c'est pas une barrière, ça peut être un atout, mais à un moment donné, ces personnes-là, puisqu'il y a eu quelques changements au niveau on va dire du cadre qui est devenu un peu plus contraignant, je pense. Le dernier entretien que j'ai eu, c'est avec une personne qui était certainement très sympathique, mais qui avait un message à faire passer par rapport à l'urgence de ma situation. Je lui ai fait comprendre que j'étais au courant. Et effectivement, il m'a demandé, lui, une prise de position. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce projet-là, finalement, je n'ai pas spécialement le choix. Il faut qu'il sorte. Parce que ça fait trop longtemps que j'y réfléchis et trop de choses sur lesquelles on a engagé des réflexions. Donc aujourd'hui, officiellement, en tout cas dans 2 jours, Pôle emploi sera informé que je suis en démarche de création d'entreprise. D'accord. Et je vais voir ce que Pôle emploi me propose comme aide. On peut considérer que Pôle emploi, pour ces contraintes, on va dire, d'expression de ce que c'est être demandeur d'emploi et éventuellement créateur d'entreprise, ce talent dont on bénéficie, eh bien, en fait, quand on a des aides sociales, eh bien, en fait, il faut justifier de ce temps à ces organismes-là. Je trouve ça tout à fait justifié, mais c'est la première contrainte que je te dirais. La deuxième contrainte, c'est celle de créer une entreprise, et ce sont les contraintes à venir que je vois plus que celles que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est que de la réflexion, c'est que de l'amusement, c'est que des discussions avec des personnes qui trouvent le projet super cool. Donc pour l'instant, c'est top. Je sais que les vraies contraintes vont commencer à partir du moment où l'activité doit doit s'enregistrer, ne serait-ce qu'au tribunal de greffe. Quelle forme de société je vais utiliser, qui, quoi, combien dans la structure. Tout ça, ce sont des réflexions qui sont une autre couche de l'entrepreneuriat. C'est une étape qui m'intéresse, mais ce n'est pas celle pour laquelle je fais ce projet-là. D'accord. Donc là, tu parlais tout à l'heure d'incubateur. Donc pour l'instant, tu as dû déposer un dossier auprès de corner.io. C'est comme ça tout à fait. Qu'on prononce, il me semble. .io, c'est ça. .io. Si demain, ton projet n'est pas... On part sur le côté pessimiste, mais on va aussi partir sur le côté optimiste. D'accord. Sur la partie négative, si demain ton projet n'est pas accepté, comment tu vas aborder comment je vais l'aborder? Cette petite défaite, on va dire. Des défaites, j'en ai eu d'autres. Certains appellent ça des échecs. Tout à l'heure, on parlait d'expérience. Moi, je pense que ce sont des expériences. Je veux dire, quand on est employé, toute la journée, on ne réussit pas tout ce qu'on fait. C'est juste qu'on est évalué en tant qu'employé par rapport à son manager et qu'à la fin de l'année, on dit oui, non. Bon, l'échec n'est pas en soi, un problème. C'est ce qu'on en retire qui est important. Et si Corner.io ne prend pas ma candidature, j'ai une shortlist de 2 autres incubateurs à qui je vais envoyer cette candidature. Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie par rapport à ce que je voudrais obtenir auprès de Corner.io en premier, peut-être. Je pense qu'ils ont la solution à toutes mes problématiques actuelles. Mais moi, je suis comme un GPS. C'est-à-dire qu'en fait, je rentre des informations, j'arrive au point, je dois aller ailleurs, il y a un recalcul d'itinéraire. Si le premier incubateur ne veut pas de ma candidature, j'irai voir un deuxième incubateur, un troisième incubateur. Si les 3 incubateurs ne veulent pas de ma candidature, je vais réfléchir à d'autres modalités pour pouvoir fabriquer ce service et le fabriquer un peu plus seul. La notion d'investisseur, de toute façon, elle est ouverte depuis le début.
D'accord. Je suis en discussion avec quelques acteurs, pas très avancés, mais les choses vont très vite dans ce milieu-là. On ne parle pas d'énormes sommes non plus, soyons clairs. On n'est pas à faire des levées Est-ce que de tu fonds. peux éventuellement indiquer la somme que tu recherches Moi, pour l'investissement moi, initial? ça va dépendre des configurations, mais si l'incubateur me prend, j'aurai un besoin d'investissement extérieur d'à peu près 40 000 euros, 40 000 euros, d'accord. ce qui représenterait à peu près 9% de part de la future structure. D'accord, ok. Voilà, ce sont mes calculs approximatifs. Après, Mais tu restes ouvert là, quand même à la tout est discussion obligatoirement. sur la partie Obligatoirement, parce pourcentage. que c'est mon plan, c'est mon calcul de plan GPS, comme je te disais, par rapport aux coordonnées que j'ai rentrées. Mais n'en est pas moins que nous allons avoir des discussions avec des personnes. Si jamais il y a quelqu'un qui a 40 000 euros à mettre et qu'il pense que pour 9%, le projet est quelque chose d'intéressant pour lui, eh ben, les discussions s'arrêteront là. Mais tout ce travail, de toutes les façons, rien n'est figé. On a une idée précise. Et puis, c'est un petit peu ça aussi, l'entreprise. C'est-à-dire qu'on croit arriver à un point, et en fait, ce point-là, il n'est qu'une étape intermédiaire. Et que finalement, la destination finale, c'est pas celle qu'on avait décidée au début. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on est parti sur la partie négative. Maintenant, tu es accepté au sein de Corner.io ou un autre incubateur. Quelles seront tes attentes par rapport à ces incubateurs? Les attentes, c'est tout simplement les services qu'ils proposent. Ils ont un système de pré-incubation aussi. C'est-à-dire qu'en fait, avant même que l'entreprise ou la start-up soit incubée, il y a 2 mois d'accompagnement, formation. Alors, je ne sais plus exactement le contenu, mais apparemment, c'est pour former le porteur du projet à ses futures missions. Parce qu'en fait, quand on est, et encore plus dans le format de la start-up, quand on fabrique un service, il y a plusieurs étapes, la conception, la réflexion, la veille. Et puis après, il y a la défense du dossier. Et que je pense que quand on est porteur d'un dossier, en fait, d'un projet, à un moment donné, on devient plus défenseur du dossier que acteur du projet. Et que on fait les démarches auprès de la BPI, on peut faire des démarches auprès des investisseurs. Enfin, moi, je peux raconter mon histoire autant de fois que je veux. Ça me fait plaisir d'échanger. Mais il faut limiter le nombre d'échanges pour trouver les bons partenaires. Et qu'une fois qu'on a trouvé les bons partenaires, on passe à la phase 2. Et la phase 2, c'est d'aller chercher les fonds publics disponibles comme la BPI. Et puis après, il y a d'autres organismes. Pour arriver à une solidité, entre guillemets, financière pour pouvoir répondre à toutes les problématiques de début d'activité. D'accord. Voilà. Donc, tu arrives à obtenir ce financement. Dans ton esprit, à quoi va ressembler donc du coup ta plateforme, ta marketplace finalement? Elle va ressembler à ce qu'elle sera étape après étape. La première étape, c'est en fait, basiquement, on va dire de créer un annuaire B2B de coiffeurs à la maison et de coiffeurs en salon. Ces 2 populations se parlent très très peu et elles sont toutes les 2 sur un corps de métier comparable. Il y a d'autres annuaires qui existent, c'est pas la question. Mais l'idée, c'est de commencer à les faire parler entre eux. Ils se connaissent un petit peu, certains. Dans la notion d'interactivité, on touche un petit peu la notion de réseau social. Donc l'idée, c'est de commencer un début de réseau social où les coiffeurs se parlent entre eux, se recommandent leurs compétences. Parce qu'en fait, quand on regarde les acteurs actuels qui sont sur le secteur de la coiffure, Planity, Ciseaux.fr, tout ça, ce n'est que ça. C'est les avis clients. Amazon, Google, tout ça. Donc le fond, finalement, le fond de site, le fond de service doit s'appuyer sur les avis. Et si ce sont des avis professionnels, pour les coiffeurs, ça donne une valeur supplémentaire. Le jour où nous ouvrirons ce service aux clients, les clients, c'est pas prévu pour de suite. C'est pas le service qu'on a développé parce qu'il y a des gros acteurs qui ont envoyé beaucoup d'euros sur le sujet, et notamment Planity, qui, simplement en termes de référencement, a mis 7 millions d'euros pour la captation de trafic pour le B2C. Donc, c'est pas la porte d'entrée pour nous. La porte d'entrée, elle est par le bas, presque individuellement. Moi, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé à chacun de ces entrepreneurs, j'en ai tiré des conclusions, et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est avec eux qu'on doit développer les choses. On a une idée derrière la tête, on est en train de la mettre en place, mais c'est eux qui vont l'utiliser, donc c'est eux qui doivent nous faire un retour régulièrement pour finalement arriver là où eux auront besoin.
Je pense que ton approche, je pense que c'est la bonne. Je t'explique pourquoi. J'ai récemment suivi une formation certifiante de la fameuse Harvard Business School. Congratulations. Non, pour être plus sérieux, la raison pour laquelle j'ai suivi cette formation, c'est tout simplement parce que cette formation, en fait, est fournie, en fait, a été développée par Monsieur Clayton Christensen, qui est non seulement un professeur, un gourou de l'innovation, mais c'est devenu un gourou parce qu'il a fait de la recherche. Il a fait beaucoup de recherches sur le management. Et l'une de ces théories qu'il a développées, c'est ce qu'il appelle lui Bon, je ne pense pas qu'il est allé à l'initiation, enfin l'origine, pardon, de ce terme-là, mais il a vraiment développé une théorie autour du customer's job to be done. Donc, et sa théorie est d'abord essayer de comprendre quel est le job qu'un client, donc toi, les coiffeurs, essaie d'obtenir, quelles sont les expériences que ces clients-là expérimentent pour essayer d'obtenir ce job, donc quelles sont leurs frustrations, et donc du coup, par-dessus, qu'est-ce que tu dois, grâce à cette analyse, qu'est-ce que tu vas devoir intégrer pour faire face, en fait, les aider à faire face à ces... Et je pense que ça passe, enfin, cette théorie, elle dit clairement que tu dois passer, mais je pense 80% de ton temps, finalement, enfin, c'est ce qu'ils disent, 80% de ton temps avec tes clients, en premier lieu, avant de lancer, je dirais, ton projet. Et c'est là où tu as raison, et je pense que c'est là où... c'est peut-être le facteur clé de succès de ton projet. Et il faut que tu continues. Je pense qu'il faut de toutes les façons... je pense que, est-ce que tu penses aussi, donc je reviens sur l'incubateur, le rôle de l'incubateur, est-ce que tu ne penses pas aussi que, mis à part les outils que puissent te fournir les incubateurs, est-ce que tu ne penses pas que... Moi, je me suis intéressé un peu aux incubateurs. Je n'ai pas l'impression que, mis à part la partie recherche de partenaires financiers ou la partie outils, qu'ils ont une vraie support sur cette partie Customers Job to be done. Est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être un manque que tu pourrais obtenir d'un incubateur tel que .io ou autre? Je ne sais pas, parce que ça, c'est certainement des choses que je vérifierai si je suis pris et au quotidien avec eux. Ce qu'ils vont apporter aussi, c'est un lieu de travail. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, moi, je travaille à domicile, comme mon designer travaille à domicile. Et parce que de toute façon, on a moi pas aussi, de bureau, je travaille à domicile. Et on gagne beaucoup en productivité. On peut gagner en productivité, mais effectivement, en termes de gestion de quotidien, on peut être face aussi à d'autres problématiques que tu connais un petit peu. Comme quand on est au bureau. Comme quand on est au bureau, différentes quand même. Parce qu'effectivement, on arrive rarement au bureau en pyjama, on est d'accord. Bon, en tout cas, moi je suis pas de pyjama, mais bon, je ne vais pas te dire comment je dors la nuit. Non, je dirais que ils vont me proposer un cadre, et c'est certain, enfin en tout cas me mettre à disposition un cadre dont j'ai extrêmement besoin. Après, les méthodes de travail par rapport à ce que j'attends d'eux, c'est-à-dire la fabrication, le développement d'une application ou d'un service numérique. Moi, ce que tu dis, la Customer Experience, par rapport à ce monsieur Clayton, pour moi, c'est le design thinking, en fait. Alors, peut-être que le design est un petit peu plus détaché. C'est un outil que tu implémentes, en fait, à cette théorie pour pouvoir développer le job to be done et comprendre le job to be done et l'expérience. C'est ça. Pour moi, à chaque fois, que ce soit le Customer Experience, que ce soit le design thinking, à chaque fois, ce sont d'autres façons de percevoir les choses. Et puis, au final, il reste un tronc commun à tous ces sujets. Et ce sujet-là, en fait, c'est le produit qu'on peut proposer dans ce qui est attendu et dans ce dont les cibles de ce service ont besoin. Et qu'en fait, quand on arrive à faire la synthèse de tout ce dont on parlait, c'est là où on a une proposition adaptée à la cible. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en question, parce qu'on a tous nos prismes de réflexion. Je ne suis pas coiffeur. J'ai dû me mettre à la place de tous ces coiffeurs-là. Et puis aujourd'hui, on peut dire que je suis de mèche. Tu es de mèche. Elle est bonne, celle-là. D'ailleurs, c'est ton slogan. C'est un de mes slogans. On a quelques punchlines. Pas encore fixé. Soigner le problème à la racine, être de mèche, rester à la pointe, ce genre de choses. Donc, en fait, juste pour revenir sur le sujet des incubateurs, de l'aide sur la partie Customer Job to be done, donc tu penses qu'un incubateur peut t'aider sur la partie Design Thinking, qui est un outil qui te permettrait d'identifier. Non, j'ai pas besoin de l'incubateur pour le Design Thinking, j'ai un designer. Tu as un designer. Ouais. Moi, j'ai un designer, une solution technique
technique à ma problématique de réalisation de service, les deux vont collaborer avec grand plaisir. Donc, du coup, ce n'est pas tes attentes par rapport à un incubateur. Pas vraiment, mais d'accord. eux, ils ont des méthodes. L'agilité, c'est des méthodes assez récentes et que finalement, c'est tellement de l'expérimentation que chaque entité qui exerce ou qui essaye ces méthodes en vient elle-même avec ses propres méthodes d'une certaine façon. Et c'est ça l'agilité. Donc moi, ce à quoi j'aspire, c'est de me nourrir de tout ça, de ces compétences-là qui sont certainement en grand nombre dans cette entreprise, ou en tout cas dans cet incubateur où il y a plein de jeunes, il y a plein de vieux, il y a en tout cas des moins jeunes comme moi, d'une quarantaine, on va dire. Mais t'es jeune. Ouais. T'es jeune. Ce que je cherche, ce sont des synergies et que je pense qu'il y a des synergies dans des endroits précis et dans les incubateurs, il y a ces synergies qui sont vitales pour le milieu de la start-up. D'accord. Ok. Écoute Fabien, maintenant j'aimerais passer en fait je dirais que maintenant c'est l'heure de la question subsistentielle et même existentielle. Subsidiaire existentiel. Non, attends, c'est moi qui dirige Alors, les débats, donc je dis subsistentielle, existentielle parce que c'est une question importante en fait. Parce que c'est une question qui te ressemble beaucoup. Et elle me ressemble aussi beaucoup, elle ressemble à beaucoup de gens qui nous écoutent certainement. C'est pourquoi vouloir toujours faire plus ou toujours mieux faire? Déjà, on se pose la question, est-ce qu'on fait suffisamment bien? Ouais. Et qu'effectivement, on peut se poser toute sa vie la question, est-ce que j'ai fait ou est-ce que je fais suffisamment bien? Mais ça, après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le temps qui passe, les choses de la vie. Faire mieux, ça peut pas être un objectif en soi. Faire plus, c'est une obligation. La vie continue, on peut pas s'arrêter de faire une chose ou l'autre. La vie continue. Donc, faire mieux, oui, ça peut être un objectif, mais pas plus. Mieux. Et le seul objectif que moi je peux avoir, c'est que mes journées sont bonnes. Et que mes journées dans mes semaines, si elles sont plus bonnes que pas bonnes, ma semaine elle est bonne. Et inversement, sur les mois et sur les années. Il y a du Vandame un peu chez toi. Il y a du Vandame. Ah, il y a du Vandame. C'est comme les baleines. Non, mais c'est extrêmement. Je voulais vraiment te la poser cette question parce que j'attendais ce type de réponse et je trouve que. Quand on dit faire mieux, peut-être qu'à titre d'être humain que l'on est, oui, peut-être qu'il faut avoir l'objectif de faire mieux. Ouais. Je pense que c'est important parce qu'on est. Pour grandir, il faut avoir cette soif d'apprendre. On est tous dans une courbe d'apprentissage finalement. Ah oui. Et du moment où tu penses avoir tout savoir, c'est là où tu prends beaucoup de risques finalement. Oui. Donc, et c'est pour ça qu'on veut toujours. Comme nous, on veut toujours faire plus, toujours faire mieux parce qu'on considère que ce qu'on fait, c'est pas encore le top. Ouais. Je pense que cette question, c'est tout simplement parce qu'on a cette soif de curiosité, on est très curieux. Et je pense même qu'à 80 balais, on va aussi se poser cette question. Est-ce que je peux encore faire mieux? Est-ce que je peux encore faire mieux? En tremblotant un petit peu. Mais une chose est sûre, c'est qu'à 80 balais, il n'est jamais trop tard de se poser ces questions-là. Mais si on se la pose à ce moment-là et qu'on veut rectifier le tir, on a moins de temps. Ouais. Donc le plus tôt, on se le dit. Et j'insiste bien, c'est en termes d'humain. C'est pas en termes de richesse ou en termes de réelle réussite comme la société peut le juger. C'est de faire mieux. Est-ce que je suis une meilleure personne aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier? Est-ce que je suis la meilleure personne pour les gens que j'aime? Et est-ce que je leur donne le maximum de ce que je sais et que je peux donner? C'est la seule question qu'on peut se poser. Après, la vie, elle est pleine de surprises. Les expériences sont multiples et variées. Mais si on a cette doctrine-là de vouloir être meilleur, faire mieux, sauf si on prend des voies qui sont vraiment 100% pur business, recherche du profit à tout va, je ne crois pas que cette démarche, dès le départ, soit... permettent d'aller
très très loin pendant très très longtemps. Je pense qu'on tu penses toi qu'il faut d'abord avoir une démarche un peu plus déontologique qui peut t'amener, enfin des démarches qui peuvent t'amener à la richesse finalement. Donc peut-être. Mais il faut d'abord avoir cette aussi approche un peu déontolo. Et puis, après, c'est ma façon d'être, c'est-à-dire que je serais incapable de proposer un produit commercial qui, pour moi, ne tient pas la route. Donc, en fait, si j'ai un objectif d'en créer un, il faut qu'il tienne la route. Et donc, il faut que je fasse mieux que ce qui existe déjà, parce que je trouve que certaines choses ne tiennent pas la route. Donc, en fait, j'ai cette obligation-là. Mais au final, si l'incubateur ne me prend pas, le deuxième, le troisième ne prennent pas, et que je n'arrive pas à trouver d'autres solutions pour développer ce service-là, je suis certain que quelqu'un d'autre ne le développe pas. Pas à ma place, mais sur un service que lui-même, il sera arrivé aux mêmes conclusions que moi. C'est possible. Mais moi, j'aurai d'autres projets à ce moment-là qui viendront prendre la place de ce besoin que j'ai d'être actif, et quelques projets aux États-Unis où je vais aller avec certitude fin septembre ou début octobre. Mais comme je parle beaucoup d'agilité, pour moi, j'ai une sorte d'obligation de pouvoir gérer plusieurs sujets en même temps. Et que c'est ce que le monde d'aujourd'hui demande. C'est l'agilité et de pouvoir se mettre en comment dire, se brancher sur un sujet, se débrancher sur un autre et aller d'un univers à l'autre et de manière le plus confortable possible. Donc, toi, c'est pas ta définition d'agilité, mais quand tu parles d'agilité dans ce sens-là, c'est de pouvoir être polyvalent. Évidemment. C'est une vraie polyvalence, mais une polyvalence pas que opérationnelle. C'est aussi une polyvalence de sensibilité. On ne parle pas avec un développeur comme on parle à un commercial. Je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne formule pour parler à un développeur, mais effectivement, ils sont dans un environnement, le chiffre, le code, ça demande un effort d'aller les trouver dans leur univers. Et effectivement, ça demande une certaine immersion. Donc, on ne peut pas faire ça sur tous les sujets, mais il faut qu'on ait l'aspiration de le faire le plus. Parce que le plus on se rapproche de la personne avec qui on discute, et le plus on parle des choses qui doivent être discutées. Les vrais sujets. Écoute, je te remercie. J'ai 3 dernières questions à te poser. Quel bilan tu tires en fait de ta situation actuelle ? Le bilan de ma situation actuelle, c'est que je suis riche d'une chose, c'est que je suis riche du temps. Le temps est une matière qui, depuis 5 ans, j'essaye de comment dire, c'est une matière malléable dont il faut en sortir quelque chose qui est comment dire, soit une catapulte pour l'avenir, soit un élément fondateur pour comment dire, chaque jour qui passe doit être bon. Donc en fait, les années qui sont passées, il n'y a pas de notion d'échec. C'est une réussite parce que ce dont j'ai été riche, c'est le temps que j'ai pu consacrer à mes amis, à ma famille, à mes projets. On disait tout à l'heure, mon papa était malade. Si j'avais pas eu ce temps, j'aurais pas pu être aussi présent pour lui et pour ma famille. Et qu'on n'aurait pas pu peut-être vivre ces choses-là qu'on devait vivre avant qu'ils partent. Et qu'effectivement, aujourd'hui, je serais bien embêté d'être dans la situation dans laquelle je suis, parce que je serais toujours dans ce passé-là. Et je serais toujours à me dire, j'aurais dû, j'ai pas pu. Donc finalement, cette notion que tu as par rapport au temps, tu as quand même ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Oui. Et t'as permis d'avoir une certaine sérénité. J'ai l'impression, en fait, c'est l'impression que tu me donnes, attention. Je devine pas, c'est l'impression que j'ai quand je te vois et quand on parle, c'est que ça te donne une certaine sérénité pour le futur. Et même dans ton discours, je trouve que tu es beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant même que ce que tu pouvais l'être auparavant sur d'autres projets. Et c'est pour ça ça me fait dire que je suis assez confiant sur Airbnb. Je pense que ça va déchirer. J'espère bien. Et puis effectivement, je donne tout. Je suis tapis, comme on dit. Et puis si ça Bernard si c'était pas Bernard. Bernard, si tu nous écoutes, on t'adore. Bon courage. Ah oui, puis bon courage. Non, tout simplement, si on n'en veut pas de cette idée, si le marché ne trouve pas sa cible, c'est possible, ça peut arriver. Mais en fait, tout ça aura été une expérience, un voyage que je valoriserai directement dans la prochaine expérience. J'ai pas de très bonne philosophie. C'est comme ça que je fonctionne. Et puis je crois qu'en fait, c'est un petit peu aussi
le secret pour pas être miné dans cette société où la performance, la productivité sont des critères qui permettent aux gens de vous évaluer. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, les gens qui m'entourent, à part la confiance que certains peuvent avoir en moi, peu de gens sont capables d'évaluer la situation dans laquelle je suis, ou est-ce que vraiment, c'est pas du pipeau, cette histoire de coiffeur? Oui, je sais, mais c'est pas important, parce que je sais où je suis, je sais d'où je viens, et je sais là où je veux aller. Donc, je suis serein, mais effectivement... C'est important, tu as... Ouais. Et quand tu disais tout à l'heure... Tu étais très clair sur tes objectifs perso, Ouais. et donc du coup... J'ai trouvé tout à l'heure, quand tu disais quels étaient les freins, peut-être des fois les amis, dans le bon conseil ou dans le mauvais conseil, et puis dans le fait de dire, ah ben, tu fais n'importe quoi, ou ça va pas. Bon, ben, ça fait partie aussi du truc. Et ça doit être pris en compte. Beaucoup, hein. Ouais, Ça doit on revient être un peu pris en sur les questions des barrières. Tout à fait. Ouais. Donc, avant-dernière question, dans 5 ans, tu seras où? Tu feras quoi? Dans 5 ans, je serai où? Je ferai quoi? Eh bien, je te pose la question. Je serai où et je ferai quoi? Je te pose la question de... Moi, je pense que tu seras... Enfin, tu seras sorti de l'incubateur, cette période d'incubation, et ton projet sera lancé à plate couture. À grande échelle. À grande échelle, pardon. Et que tu seras aussi serein et confiant que ce que tu es aujourd'hui, que tu seras heureux d'être la personne que tu es. Ouais. Je pense que... Moi, je sais où je serai dans 5 ans. Okay. Dis-moi. Allez, on veut savoir. Je serai pas loin. Pas loin. À Marseille. Pour savoir où toi, tu en es. Tu en es. C'est gentil. Oh, ça, c'est top. Ça veut dire que déjà, on a 18 ans d'amitié. Ben, on arrivera à 25 ans d'amitié. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que pour nos auditeurs, sachez que Fabien et moi, on s'est connus sur les bancs de l'école... une école de commerce. Oui, on taira le nom. Oh, écoute, on peut quand même le dire parce que ça nous a permis de nous connaître et finalement on a quand même appris certaines choses, beaucoup de choses. Ça s'appelait l'EGC. Donc tous nos amis EGCiens. Salut à tous. Dernière question, ça fait quoi de se faire podcaster? Écoute, je vais t'avouer quelque chose, hein, Greg. Ah, dis-moi. C'est pas la première fois. C'est pas... Oh putain, c'est pas vrai. C'est pas la première fois. Ça fait quoi? Ça fait du bien parce qu'en fait on parle et comme tu disais, on a tellement eu de discussions que finalement en fait ça c'est une discussion de plus avec des questions plus, on va dire, plus écrites, c'est certain. Mais on les a eu plein de fois ces questions-là et puis on fait le point. Là aujourd'hui, toi tu en es là, moi aujourd'hui j'en suis là. Et puis peut-être que dans 5 ans c'est moi qui vais te podcaster. C'est clair. Ou peut-être que même ça serait top. Ça sera mon pote allemand. Et voilà. Qui viendra te podcaster des États-Unis pour que tu donnes ton expérience de ce que c'était de podcaster pendant 5 ans. Tout à fait. Voilà. Alors pourquoi on parle de ce monsieur-là, Dirk, pardon. Oula. Oups. Donc c'est parce que figurez-vous qu'on a un autre point commun avec Fabien, c'est que tous les deux on a vécu dans un super pays qui s'appelle les États-Unis, mais aussi mais plus précisément, et ça c'est quand même assez incroyable, au Minnesota. Voilà, donc je pense que ça c'est une expérience qu'on souhaite à tout le monde parce que c'est quand même un endroit assez magique. Voilà, bon écoutez, je pense que c'est tout pour cette première fois. D'ailleurs, c'était une toute première fois, ça me fait penser à une chanson. Toute première fois. Moi, je suis ravi de t'avoir eu comme invité, Fabien. Écoute, ça a été un grand plaisir. De toutes les façons, je sais que tu en feras d'autres de podcasts. Ouais. On en discutera certainement sur peut-être la manière de le mettre en scène, sur les réseaux sociaux, peut-être. Why not? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que prochaine étape, j'attends que tu le postes pour le partager. Allez, écoutez, en tout cas, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir été avec nous le long de ces 57 premières minutes et les dernières de ce premier podcast. Je vous remercie sincèrement. J'espère que vous n'avez pas trop été embêté par les problèmes de bruit. Donc j'ai un peu bataillé vraiment pour trouver un endroit... je dirais sain de toute nuisance sonore. J'espère en tout cas que j'y suis arrivé et j'espère que vous serez là aussi pour le 2e, 3e et plein d'autres podcasts. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère que vous avez été inspirés par mon invité d'aujourd'hui. Si ça vous a plu,
et que vous souhaitez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou d'autres sites de podcast sur lesquels je suis présent et me mettre une note. Je suis également présent sur les réseaux sociaux et vous me trouverez en tapant sur Google Grégory Mirabella et Multiface. À très bientôt pour le prochain podcast de Multiface. Ciao ciao!